Des dizaines de mètres d'échelle qui valent tous les discours sur le réchauffement climatique. Pour atteindre la mer de glace, les alpinistes doivent descendre de plus en plus bas, avec des températures moyennes qui ont grimpé de 1,5 à 2 degrés selon les saisons. Le plus grand glacier du massif du Mont Blanc perd un peu plus d'épaisseur chaque année. Depuis le début des années 80, on a un retrait extrêmement marqué, donc une diminution de masse qui est très très forte de la mer de glace, comme les autres glaciers dans les Alpes. Ici, là où on est, il perd une épaisseur de 3 à 4 mètres par an. Et en face du Montanvert, de la gare du Montanvert, on a une perte d'épaisseur de 4 à 5 mètres. Une fonte, mais aussi un recul du glacier, près de 700 mètres en 30 ans. Résultat, au pied de la gare du Montanvert, la glace est désormais à peine visible. Pour l'atteindre, les vacanciers aussi doivent descendre, près de 420 marches pour accéder à la grotte creusée dans la glace. C'est un phénomène nouveau, c'est vrai que les gens aujourd'hui se rendent compte de visu, là c'est très précis, dire effectivement là il y a un impact et on le voit. Et aujourd'hui c'est vraiment une marque et les gens viennent là pour voir justement les effets du réchauffement. Quand on est là sur le site, qu'on voit ce tas de pierres, on se demande où est la glace. Un tourisme climatique porteur, mais pour les exploitants du site, la fonte menace. Ils cherchent déjà des solutions pour continuer à assurer l'accès aux 450 000 visiteurs annuels. Ce qu'on constate, c'est que les gens, une fois qu'ils se sont instruits sur la climatologie ou les glaciers, ils veulent ensuite toucher cette glace. On réfléchit à faire un téléporté qui permette d'aller un peu plus haut et cette fois-ci d'avoir un accès direct à la mer de glace. Mais, et ça c'est très important, il faut impérativement que la solution qu'on apporte soit réversible. Réversible au cas où le glacier recommencerait à progresser. Un scénario peu probable selon les glaciologues. D'après une récente étude, la mer de glace pourrait encore reculer d'au moins 1 km au cours des 30 prochaines années. Myo Min-tun commence sa journée de bonne heure à la gare de Rangoon. Ce vendeur ambulant arpente la ville pour vendre sa préparation. Tabac, épices et surtout noix de bétel. Ce mélange stimulant, extrêmement populaire en Birmanie, lui rapporte environ 35 € par jour. Bien plus que le salaire moyen. J'ai environ 20 clients réguliers qui m'achètent le bétel pour environ 15 centimes d'euros par paquet. À cela s'ajoutent 80 autres clients tous les jours. Chiquer du bétel est une vieille tradition en Asie du Sud-Est et elle est encore bien visible sur le sol de Rangoon. Le bétel est une plante médicinale aux effets stimulants et antidouleurs, mais elle est addictive. Ce chauffeur de taxi s'y est mis pour soigner un mal de dents. 12 ans plus tard, il est accro. Je suis très mal réveillé quand je prends le volant de mon taxi. Donc je chique un peu de bétel pour me sentir moins fatigué. La tradition est devenue un problème de santé publique avec un nombre élevé de cancers de la bouche et de la gorge dû à la cigarette et au bétel. Pour ce médecin, le gouvernement doit mener des campagnes de sensibilisation du public, comme l'ont fait certains pays voisins. Si vous allez en Thaïlande, vous ne verrez quasi plus personne chiquer du bétel, même dans les zones rurales. Même chose en Malaisie. Alors pourquoi continuons-nous ? La Birmanie est la lanterne rouge de l'Asie en termes de crédit alloué au système de santé. Alors qu'un homme sur 2 serait adepte du bétel, le pays se retrouve face à une bombe à retardement sur le plan sanitaire. Le quartier de Saint-Roch, à la Nouvelle-Orléans. 10 ans après le passage de l'ouragan Katrina, il illustre la renaissance économique de la ville. Car depuis 2010, 14 000 emplois y ont vu le jour et le taux de création d'entreprises est 64% plus élevé que la moyenne nationale. Asia a choisi d'ouvrir son magasin ici en mai dernier. Art, musique, littérature, plus de 50 artistes se côtoient dans un même espace. Les gens se sont rapprochés de façon magnifique, juste pour s'assurer qu'un tel pouvait retourner chez lui, en construisant un toit ou en aidant un autre à trouver du travail. Je pense qu'il y a des choses qui ne changeront jamais. C'est finalement cet esprit de la Nouvelle-Orléans. Katrina avait fait quelques 1800 morts et contraint des centaines de milliers de personnes à quitter leur foyer. Les traces de l'ouragan sont encore visibles partout, particulièrement dans le quartier du Lower Ninth Ward, touché de plein fouet par les inondations.
Mais la reconstruction est en marche, de nouvelles habitations voient le jour et plus à l'est, une construction titanesque est sortie des eaux. Longue de presque 3 km, la barrière anti-inondation de Lake Borgne a coûté près d'1 milliard d'euros pour un chantier long de 3 ans. Ça nous a vraiment mis face à la réalité et au fait qu'il fallait apporter des améliorations. On pensait être protégés à l'époque. Aujourd'hui, en tout cas, nous le sommes. Les modélisations, la collecte de données et d'autres types de statistiques ont largement évolué depuis la construction des premières digues pour savoir à quelle hauteur il faut les construire. Dévasté par Katrina, le quartier de Christiane, dans l'est de la ville, s'est transformé après l'ouragan. Des dizaines de milliers d'immigrés latino-américains ont rejoint la Nouvelle-Orléans pour la reconstruction. Aujourd'hui, Afro-Américains, Latinos et Vietnamiens vivent côte à côte, dans des conditions encore difficiles. Et s'ils ont largement contribué à remettre la ville sur pied, certains immigrés sud-américains ne sont pas restés les bienvenus dans le pays. Beaucoup d'entre eux n'ont jamais été payés pour ce travail. De nombreuses compagnies, après les avoir embauchés, ont appelé les services d'immigration le jour de la paye pour les expulser par centaines. Un grand nombre d'immigrés qui sont aujourd'hui de retour chez eux sont en fait ceux qui ont reconstruit la ville. 10 ans après Katrina, la reprise se fait encore de façon inégale. Mais dans les rues de la cité Cajun, tous s'accordent au moins sur une chose, l'esprit de la Nouvelle-Orléans, lui, n'est pas prêt de partir. Thomas vient de la Drôme et pour son passage dans la capitale cet été, il a opté pour cet ancien hôtel particulier en plein cœur du Marais. Quelques détails sont là pour rappeler que ce lieu remonte au XVIIe siècle et pourtant nous ne sommes pas dans un 4 étoiles. Quand je pars en voyage, généralement je prends des hôtels comme la plupart des gens et donc là je voyais que les auberges de jeunesse c'était moins cher et que c'était quelque chose d'un peu plus convivial, je trouve. Une seule enseigne met en tout 3 demeures historiques à quelques pas les unes des autres. Pans de bois apparents, cours calmes, escaliers d'un autre âge, caves voûtées. Ici, les touristes viennent chercher la petite touche historique et un certain confort. La différence par rapport à des auberges de jeunesse classiques, c'est un certain cachet. Les chambres sont toutes équipées de douches. Enfin, c'est nettoyé tous les jours, c'est très propre. Autre auberge de jeunesse, autre style, à 2 pas des gares du Nord et de l'Est. Ici, c'est une ancienne halle de marchandises transformée au cœur d'un écoquartier, structure en bois et en métal, avec vue sur un jardin couvert. C'est super beau ici. Il y a de la nature et de l'énergie solaire. Et bien sûr, c'est très attrayant pour des jeunes qui vivent en accord avec l'environnement comme nous. Sur le toit se trouve l'une des plus vastes centrales solaires urbaines de France. 3400 mètres carrés de panneaux photovoltaïques orientés plein sud, ce qui permet au bâtiment labellisé très haute performance énergétique d'alimenter pendant les heures creuses le réseau de la ville. Le temps de production de cette centrale ne correspond pas forcément au temps de nos consommations, donc c'est une énergie qui est directement réinjectée dans le circuit de RDF. Autre particularité, un système de ventilation qui réduit au maximum les besoins de chauffage, mais qui oblige notamment à garder les fenêtres des chambres fermées. Tarif de la nuitée pour les 2 auberges, autour des 30 €, petit déjeuner inclus. Les traditionnelles vendanges ont à peine commencé, mais cette petite parcelle de terre en plein cœur du Beaujolais a quelque chose de différent. Elle est vendangée scrupuleusement par des scientifiques qui recherchent la solution au changement climatique. Sur cette parcelle expérimentale se côtoient plusieurs cépages de gamay et gamarré, trouvés un peu partout en France. Donc ce qu'on a fait ce matin, on a récolté les premiers cépages qui étaient mûrs. On va venir sur cette parcelle pendant 5 semaines. Et au fur et à mesure que les cépages vont mûrir, on va les récolter. Ces pieds de vigne de différents cépages sont comparés pour voir quelle variété s'adaptera le mieux au climat, et notamment leur résistance à la pourriture. Un des premiers paramètres qu'on a testé en sélection, c'est la résistance à la pourriture, avant les résistances au mildiou et à l'odium. Donc là, on voit la différence entre une grappe de gamaret qui est très aérée, où l'air peut circuler, et une grappe traditionnelle de gamay, où le grain est côte à côte, où il n'y a pas de circulation d'air. Donc là, vous avez vraiment l'exemple des deux cépages, un résistant à la pourriture, l'autre sensible.
Chaque récolte est faite sur un nombre de pieds défini. Les grappes sont ensuite comptées, pesées, puis une centaine de baies sont prélevées pour être envoyées au laboratoire. Les raisins sont alors pressés pour analyser le degré et l'acidité du vin. L'objectif est de trouver la variété du gamay idéal pour le futur, robuste à la sécheresse et à la pourriture, ou alors laisser sa place à d'autres cépages plus résistants comme le gamaret originaire de Suisse. Si les conditions s'accentuent, et on se retrouvera un petit peu dans la situation des vignobles du Sud aujourd'hui, donc ça nous laisse quelques années pour nous adapter. Depuis la canicule de 2003, les vignerons ont pris conscience du phénomène. Cet été sec et chaud a avancé les vendanges d'un mois et réduit d'un quart le rendement de la région.